Financement de 50 millions de dollars pour la Serre Toundra. Entente de principe entre la FIC et le gouvernement. Le personnel de la santé soulagé. Le joueur de baseball Christopher Pouliot. Meilleur espoir professionnel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre web journal ATM Nouvelles. Santé Canada a finalement accepté le vaccin de Pfizer-BioNTech cet avant-midi. Les doses pourront être administrées dès la semaine prochaine au Québec. Le CIUSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean reste dans le néant concernant le déroulement de la vaccination régionale et ont refusé de donner toute entrevue. Ils ont cependant assuré que dès qu'ils auront l'information, celle-ci sera partagée. Pour ce qui est du bilan quotidien de la COVID-19, le Saguenay-Lac-Saint-Jean ajoute 71 nouveaux cas pour un total de 5 980 depuis le début de la pandémie, en plus de 5 nouveaux décès. Le nombre de cas actifs diminue donc à 731 pour la région en raison des 98 personnes rétablies. Des investissements de près de 50 millions de dollars vont être réalisés au profit des Serres Toundra de Saint-Félicien afin de soutenir et d'agrandir l'entreprise, mais aussi d'accroître l'autonomie alimentaire du Québec. Solveig Beaupuis, en quoi consiste cet investissement? Eh bien, Cédric, ce sont de gros investissements qui vont permettre d'ajouter, dans un premier temps, 8,5 hectares de serres. Donc, ça représente environ 17 terrains de football, donc c'est quand même assez énorme. J'espère que vous vous rendez compte. Précisons également qu'il y aura des retombées économiques qui seront assez grandes, étant donné que ce projet va permettre de créer 55 emplois dans la région. En fait, c'est un investissement d'Investissement Québec qui accorde un prêt de 30 millions de dollars, mais aussi du ministère de l'Agriculture qui s'engage à rembourser la facture d'électricité de l'entreprise à hauteur de 20 millions de dollars. On peut tout de suite écouter le ministre Lamontagne. Dans cette volonté-là d'augmenter l'autonomie alimentaire du Québec, de pouvoir mettre à la disponibilité des Québécois et des Québécoises des fruits et légumes 12 mois par année. Alors, c'est certain que ce projet-là de Serre Toundra, qui est une entreprise très dynamique, très performante, s'inscrit dans ce volet-là. Alors, ils seront les premiers bénéficiaires de ce projet-là. Le maire de Saint-Félicien considère d'ailleurs que ce projet va pouvoir permettre de montrer l'importance des régions dans le développement économique du Québec. Et il en a également profité pour faire part de sa fierté d'avoir un tel projet dans sa région. On peut l'écouter tout de suite. Implanter, pensez-vous, une entreprise de classe mondiale en agroalimentaire dans une région éloignée comme la nôtre, c'est pas rien. Et là, Solveig, est-ce qu'il y aura de nouvelles plantations? Eh bien, si pour le moment, l'entreprise n'a pas encore déterminé avec exactitude ce qu'elle va produire avec ses investissements, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas du concombre, malgré que ce soit la spécialité des Serres Toundra. Le PDG des Serres Toundra, justement, Éric Dubé, m'a confié qu'ils étaient encore en test concernant les nouvelles cultures. Et les premiers travaux sont déjà amorcés et seront complétés d'ici 1 à 2 semaines. On estime d'ailleurs que les nouvelles serres seront effectives à la mi-novembre 2021. Et merci beaucoup, Solveig. Ça fait plaisir. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec a accepté une nouvelle entente avec le gouvernement du Québec. Celle-ci signifie un ajout de 1000 postes dans les CHSLD, en plus de primes additionnelles pour le personnel de la santé. Une nouvelle qui soulage dans le contexte actuel, plutôt difficile. Annick Berger fait le point. Donc, Cédric, en fait, le gouvernement Legault s'est entendu avec la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec sur une entente sectorielle. Celle-ci va améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé. Elle a été adoptée à 82 % en faveur par les personnes syndiquées à la FIC. Et justement, je me suis entretenue avec une personne qui travaille juste ici à l'hôpital de Chicoutimi. Je suis une personne qui travaille de soir à temps complet, fait que c'est sûr que quand j'ai su qu'on allait comme avoir une prime compensatoire pour un congé, dans le fond, pour faire un 9 quarts ou 14, on était vraiment contents. Fait qu'ils nous compensent en augmentant la prime pour pouvoir nous donner un congé de plus là, aux 2 semaines. T'sais, pour la même paye, dans le fond, tu travailles un quart de moins, fait que ça te permet d'être un quart de plus, un soir de plus avec ta famille, un soir de plus avec tes amis, par exemple. Cette entente-là est très bien reçue par le personnel de la santé. En fait, on parle d'une amélioration du ratio entre le personnel de soins et les patients en CHSLD. On parle aussi de des primes qui passent de 4 à 8 % pour les personnes qui travaillent les fins de semaine, des primes aussi de nuit et de soir qui s'ajoutent pour les personnes qui travaillent à temps complet. Donc, vraiment, c'est très bien reçu par le personnel de la santé. Pour avoir travaillé en CHSLD pendant 2 ans aussi, c'est sûr que les ratios sont extrêmement élevés. C'est difficile pour une infirmière de répondre à autant de besoins pour autant de patients. Fait que d'avoir moins de patients et d'avoir de l'aide, c'est sûr que c'est apprécié, surtout pour les patients, parce qu'on a plus le temps de prendre avec eux puis plus répondre à leurs besoins aussi.
Il faut savoir, là, Cédric, que c'est plusieurs mois de négociations qui ont été nécessaires pour arriver à cette entente-là. Il y a d'ailleurs encore des négociations qui sont en cours entre le gouvernement Legault et la FIC concernant les salaires et les retraites là, pour le personnel de la santé. C'était Annick Berger, ATM Nouvelles, Saguenay. Des adeptes au projet de GNL Québec sont allés ce matin devant l'Assemblée nationale afin de faire part de leurs revendications en faveur du dit projet. L'objectif était d'annoncer aux députés qu'ils avaient l'acceptabilité de la population, puisque 85 % des gens du Saguenay étaient favorables à GNL Québec, selon le sondage Segment Recherche. Cette étude était d'ailleurs commandée par GNL Québec. Vous savez, le gouvernement demandait l'acceptabilité sociale. On est venu lui dire ce matin qu'il l'avait. On est 37 000 membres. Il y a 85 % de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont en faveur du projet. Puis ne nous laissons pas blaiser par la pétition qui a eu lieu hier. Yvon Laprise a rajouté que ce n'était pas aux gens de Montréal de décider pour le Saguenay. Le gouvernement Legault a prévenu que les policiers allaient donner plus d'amendes aux gens qui participent à des rassemblements et que cela allait se faire sans avertissement. C'est une nouvelle réglementation qui est créée pour obliger les gens à respecter les restrictions sanitaires. Le processus est déjà commencé alors que le service de police de Saguenay a remis son plus grand nombre de constats d'infraction hier. 10 jeunes de 17 à 25 ans ont été interceptés par des policiers à Lac-Kenogami alors qu'ils faisaient une fête. Les mesures seront de plus en plus surveillées par les policiers de la région. Et il y aura également de la surveillance dans les quartiers résidentiels pendant les fêtes, soit le 24, 25, le 31 et le 1er janvier. Il y aura un surplus de policiers sur le territoire pour justement patrouiller les quartiers résidentiels et répondre aux appels de dénonciation. Perquisition de drogue à Roberval. La division des enquêtes sur les crimes majeurs a saisi 150 grammes d'une cocaïne d'une valeur marchande de plus de 10 000 $. Dans le cadre de cette opération, 2 hommes âgés de 22 et 25 ans ont été arrêtés. Ils ont été interceptés hier en soirée alors qu'ils circulaient sur la voie publique. Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Hugues Beaulieu, il s'agit d'une importante perquisition. Les hommes comparaîtront ultérieurement au palais de justice de Roberval pour trafic de cocaïne. Promotion Saguenay a reçu un investissement de 205 000 $ de la part de l'Agence du développement économique du Canada. Cette aide a été mise en place pour aider les entreprises de restauration et les commerces au détail et de proximité qui vivent des difficultés en raison de la COVID-19. Débuté en août, le programme s'étend jusqu'en mars 2021. Le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, considère cet investissement comme une bouffée d'air frais. L'objectif initial était d'aider 125 entreprises d'ici mars et déjà en novembre, l'objectif est presque atteint. En effet, actuellement, 123 entrepreneurs ont pu bénéficier de cette aide. Je me trouve au parc de la Rivière-aux-Sables. A annoncé aujourd'hui son engagement financier auprès de 5 grands festivals de la région. Le Festival des rythmes du monde, des bières, jazz et blues, Regard et Jonquière en musique se partageront un peu plus de 850 000 $. Les explications de Kenza Shafik. Je me trouve au parc de la Rivière-aux-Sables, le site de Jonquière en musique qui fait partie des 5 festivals qui seront aidés financièrement par la ville de Saguenay. En tout, c'est plus de 850 000 $ investis, ce qui fait plaisir aux organisateurs des festivals. Ça nous assure qu'on puisse continuer de travailler pour préparer la prochaine édition dans une période assez incertaine. La décision aurait pu être autre, mais c'est certain qu'on a aussi mis en valeur l'idée de faire le festival en juin, spécialement cette année. Donc, je pense que ça a pesé dans la balance pour nous faire confiance et nous accorder du financement. Je me suis entretenue avec Michel Potvin, le conseiller municipal, qui m'a expliqué que cet engagement financier est nécessaire pour l'économie. Et la directrice générale de Regard va également dans ce sens. Des festivals qui ont un fort potentiel artistique, culturel, mais aussi touristique. Regard aussi, normalement, en mars, il est un des festivals avec le plus de touristes là, qui se déplacent pour y participer. Donc, ça aurait été malheureux de ne pas avoir tous ces touristes-là. Donc, en jouant la mise sur juin, je pense que nous aussi, on va pouvoir jouer notre rôle économique, si on veut, ou du moins, on l'espère. Michel Potvin ajoute que pour le moment, seulement les 5 plus gros festivals sont subventionnés, mais on devrait s'attendre à du financement pour les plus petits événements. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si les événements auront lieu l'année prochaine, donc ceux qui veulent opter pour une version plus virtuelle devront prouver leurs dépenses pour avoir accès à l'entièreté des subventions. Ici Kenza Shafik, ATM Nouvelles, Saguenay. Et là, Frédéric, dis-moi, qu'est-ce qu'on annonce à la météo? Actuellement, il fait moins 6 degrés. Bien qu'il fasse noir dehors, la journée n'est pas terminée, donc on prévoit
moins 6 degrés avec un ressenti de moins 9. Ce soir et cette nuit, un minimum de moins 8. Et puis, demain, les vents se feront ressentir sur la région. Ce sera nuageux avec quelques précipitations, d'averses de neige également. Pour le reste de la semaine et ce week-end, on attend également de la neige avec des températures semblables variant entre moins 6 et moins 8. Et pourquoi pas en profiter pour aller faire un petit tour là, à Rivière-du-Moulin à Jonquière, où l'équipement de ski de fond est gratuit pour les 14 ans et moins. Et je vous réserve également une petite surprise plus tard, donc restez avec nous. Merci beaucoup, Frédéric. La série Netflix, Le jeu de la dame, racontant l'histoire d'une joueuse d'échecs, a eu un impact positif pour les magasins spécialisés en jeux de société, par le fait même créer un engouement chez les amateurs d'échecs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des informations recueillies par Zachary Duchesne. Cette année, là, les jeux d'échecs sont beaucoup en demande. C'est en partie à cause de la nouvelle série télévisée Le jeu de la dame qu'on constate cette montée en popularité. Cette série a été en mesure de faire rayonner les échecs, chose que les films et séries n'avaient jamais réussi à faire jusqu'à maintenant. Puis là, il y a la série Le jeu de la dame. Donc, qui est vraiment excellente. C'est vraiment, surtout par rapport, des fois, quand on parle des échecs à la télévision, honnêtement, en tant que joueur d'échecs, je trouve que ça ne l'a pas pantoute. Mais cette série-là, est vraiment bien faite, là, tu sais. Cet engouement s'est fait ressentir à la Galerie du jouet de Chicoutimi. C'est sûr qu'à chaque fois que je pogne, on a toujours peur d'en manquer. Mais ce n'est pas que les magasins de jouets qui ressentent cet intérêt soudain pour les échecs. Au club d'échecs de Jonquière, une augmentation de joueurs a aussi été constatée. Il y a des gens qui me contactent justement via les médias sociaux, puis ils me posent des questions. Puis non, franchement, on voit l'impact que ça a, effectivement. L'augmentation du nombre de joueurs d'échecs est importante pour le club de Jonquière qui a une histoire bien particulière. Le club de Jonquière, lui, c'est le plus vieux club au Canada à ne pas avoir arrêté. Il y a des clubs au Canada qui ont débuté avant, mais ils ont arrêté. Mais le club de Jonquière, ça fait depuis... On a des preuves historiques que ça fait depuis 1943 qu'il n'a pas arrêté du tout. Bien que tous applaudissent ce nouvel engouement pour les échecs, ils espèrent que cet intérêt perdurera dans le temps. C'était Zachary Duchesne, ATM Nouvelles, Saguenay. La signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme fêtera le 10 décembre son 72e anniversaire. C'est en 1948, 3 ans après la Deuxième Guerre mondiale, que des dirigeants de chaque pays se sont réunis pour que tous les humains puissent vivre de façon égalitaire. Selon l'organisme saguenéen et janois pour les droits de la personne, plusieurs subissent encore bien des inégalités. Les droits de la personne, c'est important. Puis qu'il y ait une journée, le 10 décembre, pour souligner ça, c'est formidable. Encore faut-il que les médias en prennent conscience. Notre équipe a sondé la population à ce sujet et force est de constater que les répondants n'étaient pas au courant de l'existence de la Journée des droits de l'homme. Nous les avons d'ailleurs questionnés sur ce que représentent les droits et libertés à leurs yeux. Je savais même pas que ça avait lieu. Je dirais une journée où est-ce qu'ils parlent des droits en général, qu'on prend le temps d'y penser et d'en parler aussi, j'imagine. C'est une journée comme d'autres. Pour moi, c'est la même chose. Et tous ceux qui sont battus pour qu'on ait des droits, des libertés, et c'est en leur honneur, en leur mémoire. Ça me concerne vraiment pas, ça me dérange pas aussi. Et là, on va maintenant aller rejoindre notre chroniqueur Tommy Jutras qui va nous parler de YouTube et de boxe. Oui, Cédric, je te parle de boxe aujourd'hui et pour me mettre dans l'ambiance, j'ai décidé de faire une petite folie et de me rendre au club de boxe de Chicoutimi pour te parler au beau milieu d'un véritable ring. Donc, j'avais l'envie, en ce mercredi, de te jaser de ce sport qui attire beaucoup l'attention en ce moment parce qu'il y a une genre de mode qui a vu le jour récemment. C'est en fait un mouvement de YouTubers qui ont décidé de s'affronter dans des combats de boxe et ces combats amateurs génèrent énormément d'argent et de visionnement. Ça a tellement pris d'ampleur qu'on est même rendu au point où des athlètes professionnels de d'autres sports veulent se lancer dans la boxe. Et justement, il y a quelques semaines, Nate Robinson, un ancien joueur de la Ligue professionnelle de basketball, a mis au défi le YouTuber américain Jake Paul qui cumule près de 20 millions d'abonnés. Malheureusement, le premier combat de Nate Robinson a été un véritable flop. Il s'est carrément fait assommer par le YouTuber. On peut voir les images. C'est vraiment un bonne nuit. Je suis même pas sûr qu'il s'est encore réveillé de cette sieste-là. Et en résumé, on dirait que tout le monde veut devenir Mohamed Ali et commence à défier n'importe qui dans le ring. Ça pourrait faire d'insulter plusieurs amateurs de boxe qui considèrent que cela nuit à la crédibilité de ce sport.
En plus, ils n'ont vraiment pas terminé de se plaindre parce qu'il y a 2 jours, un autre combat a été annoncé. Cette fois-ci, c'est le YouTuber Logan Paul, qui est le frère de Jake que j'ai mentionné plus tôt, et le meilleur boxeur de sa génération, Floyd Mayweather, qui vont s'affronter. Pour plusieurs, c'est une véritable blague. Écoute, c'est comme si j'affrontais Ricardo dans un concours culinaire. Pas sûr que je gagnerais avec mes sandwichs au ballonné. Alors, j'espère que Logan Paul prie en ce moment. Bref, même s'il n'est pas trop pris au sérieux, je pense que bien des gens au Québec, dont au Saguenay, vont regarder ce match avec attention le 20 février prochain. Et je dirais même que je vais être le premier à sortir mon popcorn. Oh, ce sera certainement un combat à surveiller. Merci, Tommy. Il y a présentement une quantité de plomb contenu dans l'eau de dizaines d'écoles de la région qui est supérieure aux nouvelles normes établies par Santé Canada. Selon ces règles, l'eau doit avoir 5 microgrammes par litre. Près de la moitié des écoles du CSSS des Rives du Saguenay sont touchées. L'ancienne école de la Source, sur la rue Jacques-Cartier-Est à Chicoutimi, est celle comptant le plus grand nombre de points d'eau contaminés, avec 9 au total. Maintenant, Frédéric, le temps est généralement doux au Saguenay. Cédric, la température est de moins 5 degrés dehors. Donc, pour les prochaines heures, on prévoit un maximum de moins 6 avec un ciel partiellement nuageux. 40 de probabilité d'averse de neige en vigueur, soit 1 cm, est attendue. Et puis, cette nuit, on prévoit un minimum de moins 8. Et demain, un maximum de moins 3 avec 40 de probabilité d'averse également. Je vous en parle plus tard dans le bulletin. On se reparle plus tard. Merci, Frédéric. Maintenant, Sophie, côté culturel, il y a un nouveau projet qui a vu le jour à Saguenay. Oui, Cédric, en fait, ce sont 3 photographes de la région qui ont senti le besoin de changer les choses après la vague de dénonciations d'agressions sexuelles qu'il y a eu cet été. Donc, ils ont lancé le projet Les Étiquettes Sauvages. Ils ont photographié 8 jeunes femmes qui ont vécu des expériences déplacées ou désagréables avec des photographes de la région. Donc, ils ont apposé des stencils de tatouage sur le corps des modèles où on peut lire, par exemple, « Traiter avec respect et importance », ne pas sexualiser, ne pas mal interpréter, ne pas banaliser, sinon sécher à plat. Donc, ça a été fait en collaboration avec le jardin Les Fleurs Maltais. Et j'ai eu la chance d'interviewer Patrick Simard, qui est un des photographes de ce projet-là. On peut entendre l'entrevue. Donc, Patrick Simard, bonjour. En quoi ça consiste le projet Les Étiquettes Sauvages? Les Étiquettes Sauvages, c'est parti d'une photographe de la région qui s'appelle Marilyn Rivard. Elle, dans le fond, suite à la vague de dénonciation qu'il y a eu cet été, elle s'est dit qu'elle voulait faire quelque chose. Elle a eu un petit concept, puis elle a approché une autre photographe, Jessenia Girard. C'est ça, le projet, dans le fond, c'est de faire des étiquettes comme un manuel pour laver des vêtements, dans le fond. Il y a des directions, là, tu sais. Puis, elle voulait les mettre sur les femmes, sur des femmes qui ont eu des expériences traumatisantes ou moins un petit peu, mais qui ont vécu des expériences pas le fun, en tout cas, par rapport au harcèlement ou des trucs comme ça. Ouais. Pourquoi vous avez démarré ce projet-là, justement? Tu sais, c'était vraiment pour parler de la profession, tu sais, pour montrer que c'est pas parce qu'on est des photographes que ça arrive nécessairement. Tu sais, c'est parce qu'aussi, moi, là, de mon côté, je me disais, on se dit souvent, tu sais, ça arrive aux autres, ça arrive à Montréal. C'est à Montréal que ça arrive, ces affaires-là. Puis, finalement, non, il y a eu plein de témoignages dans la région, tu sais. Fait que je pense qu'elles ont voulu vraiment dénoncer ça, oui, mais c'est ça, parler de la profession, puis redonner aussi un petit peu à ces filles-là qui avaient vécu des mauvaises expériences, tu sais, leur redonner une belle expérience, là, en fait. Puis comment est-ce que vous avez trouvé vos modèles? C'est ça, c'est plus ces 2 filles-là qui les ont trouvées parce que c'est ça, au départ, c'était vraiment juste ces 2 personnes, ces 2 photographes-là qui travaillaient ensemble. Suite à une discussion Facebook, là, elles m'ont embarqué dans le projet, là. Mais c'est des gens qu'elles connaissaient déjà ou dont elles avaient vu les témoignages là, sur les réseaux sociaux. Puis, est-ce que ça fait longtemps que ce projet-là est commencé? En fait, ça a eu lieu cet été. On a pris les photos, ça fait un petit bout. Comme on est tous très occupés, c'est sorti juste maintenant. Mais oui, ça a pris quelques mois, là, le temps de trouver les personnes aussi, d'en discuter et tout et tout, là. Comme je disais, moi, je suis arrivé plus en deuxième partie, là, tu sais. C'est suite à une discussion sur Facebook. Je m'étais exprimé sur le fait que je me disais, tu sais, c'est plate parce qu'il
il y a peut-être des gens qui vont pas m'engager juste parce que je suis un homme, tu sais. Je trouvais ça dommage, pas juste personnellement, mais tu sais, je voulais faire quelque chose. Je leur ai dit, tu sais, s'il y a quelque chose qui existe, là, je vais embarquer. Puis elles se sont dit, un gars, ça serait le fun qu'il y en ait un dans notre projet. Fait que c'est pour ça que... Donc, on peut voir le résultat des séances photos sur vos 3 pages Facebook. Merci beaucoup, Patrick. C'est le retour de l'ultramarathon Le Camp qui se tiendra les 3 et 4 juin prochains au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La fondation qui offre du support aux enfants atteints de cancer et à leurs familles a pour objectif d'amasser 100 000 $ avec cette course. Cette année, l'événement se tiendra sous une nouvelle formule en raison de la COVID-19. Les coureurs devront parcourir une distance de 50 ou de 100 km pendant une période de 32 heures sur le parcours de leur choix. L'activité existe depuis 2010. La Ligue de baseball junior élite du Québec a remis le trophée Russell Martin à l'ancien lanceur des Voyageurs de Saguenay, Christopher Pouliot, hier. Il évolue maintenant avec l'Université de Pittsburgh en Division 1 de la NCAA aux États-Unis. Blessé au coude l'année dernière, il est fier d'avoir reçu cet honneur après avoir mis beaucoup d'énergie à se pratiquer et à se réadapter. C'est sûr que même pendant la blessure, j'ai continué à m'entraîner fort, fait que c'est sûr. Puis après aussi la blessure, je continue encore de travailler fort, fait que c'est sûr que recevoir cet honneur-là après tous ces efforts-là que j'ai mis dans le travail que j'ai mis, ben, c'est un bel honneur. Le joueur qui n'a jamais été repêché par les Saguenayens de Chicoutimi, Vincent Lévesque, s'est taillé un poste au sein de l'alignement de l'équipe. Il a disputé son premier match pendant la bulle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui avait lieu au Centre Vidéotron. Patrice Carrier, quelle a été sa réaction lorsqu'il a appris la nouvelle? Eh bien, Cédric, il était très content, surtout qu'il ne croyait pas être sélectionné pour jouer avec une équipe de la LHJMQ, en fait, cette année. Donc, le fait de n'avoir jamais été repêché par une équipe de la LHJMQ, ça l'inquiétait un peu. Puis aussi, ça remettait en doute sa future carrière peut-être de hockey, s'il allait poursuivre dans ce monde-là ou pas. Donc, dès qu'il a reçu l'appel, il a finalement été très heureux, il ne s'est pas posé de questions. Puis il a quitté son équipe de Junior 3 pour finalement aller rejoindre les Saguenayens de Chicoutimi. On peut l'écouter. J'ai 19 ans, puis le draft, il est comme à 16-17 ans, junior majeur. Puis j'avais pas été drafté, ni invité, puis tout. Fait que moi, dans ma tête, j'allais pas pouvoir jouer junior majeur. Mais là, crime... quand j'ai reçu l'appel, j'ai fait bon, ben c'est l'opportunité de jouer dans la Q, fait que c'est sûr que moi essayer ça. Mais non, je m'attendais pas tout à avoir un appel. Et comment s'est déroulé l'ensemble de ces matchs dans la bulle? Il a joué 6 matchs, puis se sont tous très bien déroulés. Donc, au début, il avait un peu peur, puisque ça faisait déjà 8 mois qu'il n'avait pas disputé de match en situation de 5 contre 5 sur la patinoire. Donc, ça l'a un peu stressé. Mais finalement, même si ça faisait longtemps qu'il a été mis en situation de match, tous ses efforts lui ont été mérités, en fait, puisqu'il s'est taillé un poste au sein de l'organisation. Donc, pendant la bulle, il a récolté un but lors du 5e match contre les Cataractes de Shawinigan. Donc, il faut croire aussi qu'il a été très solide sur la patinoire, puisqu'au départ, il a seulement été appelé en tant que remplaçant pour l'équipe, mais il a finalement réussi à se tailler une place au sein de l'organisation. Et là, est-ce que cette annonce-là lui donne confiance pour son futur? Oui, de même que son entraîneur-chef qui lui a mentionné qu'il disputera tous les matchs avec l'équipe cette année. Donc ça, c'est même avec le retour de 2 joueurs importants au sein de la formation, Hendrix Lapierre et Dawson Mercer, qui sont 2 joueurs qui ont été draftés, donc repêchés dans la Ligue nationale de hockey. Merci, Patrice. Frédéric, on attend de la neige dans les prochains jours. Cédric, il fait présentement moins 7 degrés. Le flore et les mitaines sont très appréciés pour se garder au chaud. Pour le reste de la journée, une température de moins 6 degrés avec un ressenti de moins 9. Pour ce soir et cette nuit, moins 8 avec un refroidissement éolien à moins 12. La neige tombera à Saguenay ce soir pour des accumulations de 2 cm avec des vents de 15 km/h. Donc, demain, ce sera une journée qui est très venteuse, jusqu'à dire décoiffante pour certains, avec des rafales de vent allant de 20 à 40 km/h de l'ouest. Un minimum de moins 3 avec une faible neige cessant en fin d'après-midi. Et sans surprise, pour le reste de la semaine, de la neige et encore de la neige sont attendus. Et attachez votre tuque parce que dimanche, 10 à 15 cm de neige sont attendus. Les amateurs de plein air seront donc servis. Et Cédric, ce soir aura lieu dans quelques heures, en fait, la 4e édition du festival Résonance Phase 1. Qui sera présentée en mode virtuel, pandémie oblige. Donc, les vidéos seront diffusées en direct par le Centre national d'exposition où je me trouve présentement.
et l'art vidéo numérique et sonore y seront présentés. Un artiste spécial sera également invité, soit Louis Oterja, qui est un artiste sonore. Donc, c'est un rendez-vous à 19h30 pour les intéressés. Et ceux qui ne sont pas disponibles ce soir, eh bien, vous aurez la chance de revivre l'expérience demain à la même heure. C'est ce qui complète vos informations. Vous trouverez toutes sur l'actualité sur lapige.atmjonquière.com. Vous pouvez également nous écouter sur les ondes d'ATM 103.5. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée.